Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous et merci d'être des nôtres encore ce matin. C'est la revue des grandes unes avec nos invités déjà sur ce plateau. Les invités qui vont commenter l'actualité proposée par la presse, la nouvelle expression par les crises anglophones, le cardinal Christian Toumi enlevé, c'est le titre proposé par le journal, la nouvelle expression. Le journal propose d'ailleurs ce matin que le prince de l'église catholique était donc en campagne de Kebesi Baba 1, au fond de Nozo, dans le nord-ouest. C'est bien entendu cette partie du pays qui est donc secouée par la crise séparatiste. C'est ce qu'on découvre également dans le journal ce matin, page 3. Le journal s'intéresse également à autre chose, parlant de la chronique d'une détention, comme bientôt au CED. C'est une question, alors que ses avocats cherchent donc à clarifier sa situation. Le leader du mouvement pour la Renaissance du Cameroun pourrait donc se retrouver au secrétariat d'État à la Défense, révèle d'ailleurs des coulisses. C'est en page 2 du journal, la nouvelle expression ce matin. Le journal a également des informations concernant le coronavirus, avec les leçons à tirer de l'histoire dans un souci de pédagogie. Nous publions donc et à répétition depuis des mois une étude donc que les chercheurs occidentaux ont d'ailleurs effectuée sur la grippe espagnole de 18 à 1918, à lire en page 6 du journal ce matin. Autant d'actualités à découvrir dans la nouvelle expression. Le quotidien Le Messager, pour sa part, parle de 1,38 du renouveau. Paul Biya, qu'as-tu fait de ton pouvoir? C'est une question plein feu sur une quarantaine d'années de magistère, de clair-obscur entretenu par l'homme de la rigueur et de la moralisation. Saint-Éloi Bidon démolit d'ailleurs le RDPC, à lire dans un dossier donc de la page 3 à la page 10 ce matin. Le journal parle également de l'affaire Citrafer. Le tribunal de grande instance rejette justement la requête de Camrail, c'est à lire en page 7 de ce numéro aussi. Le journal est donc disponible en kiosque, parlant justement de l'attaque des écoles au nord-ouest et au sud-ouest, l'aveu d'impuissance du gouvernement, c'est à découvrir en page 7 du quotidien Le Messager de ce matin. Et puis l'Œil du Sahel qui en kiosque s'intéresse également à l'actualité, parlant de politique, souvenir du 6 novembre 1982, c'est à lire de la page 2 à la page 7 du journal ce matin également. Le journal est disponible en kiosque aussi, comme bien d'autres tabloïds qui s'intéressent à l'actualité. On parle également d'autres faits, parlant du septentrion avec les associations de défense des consommateurs sur la Slette, en page 9 de l'Œil du Sahel également ce matin. Émergence pour sa part, parle du nord-ouest et sud-ouest. Quelle école en zone de guerre? C'est une question, mais 12 experts s'affrontent déjà autour de cette question. Le journal parle également du marché des capitaux entre 2010 et 2019. Le Cameroun a levé donc plus de 3 milliards de francs CFA. C'est ce qu'on découvre dans le journal. On s'intéresse aussi à la lutte contre Boko Haram. Quand les victimes collatérales donc, nous parlent, c'est à lire dans le même journal disponible en kiosque ce matin. Mutation parle donc de Paul Biya. Un roi sans successeur, c'est le journal qui le dit aussi, c'est le titre proposé par le tabloïd, simplement pour dire que le journal fait donc une revue des dauphins broyés en 38 ans de magistrature suprême, dossier à lire de la page 7 à la page 9 de mutation également, d'autres sujets également ce matin que je vous invite aussi à lire. Le journal Forum Libre en kiosque ce jour parle notamment de la mauvaise ou alors les mauvais anges veulent donc plomber la dynamique de Gervais Boulanga, là on parle là de la Camwater, c'est à lire dans le journal ce matin également, l'annonce de cette grève qui est donc proposée par des syndicats de ces secteurs d'activité, à lire dans le journal le Forum Libre de ce matin. Le journal Le Popoli en kiosque également en posant la question, parlant de breaking news avec le cardinal Christian Toumi kidnappé. C'est une question que se pose également le Popoli, le journal satirique, c'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal. Et puis Cameroun Tribune de ce jour parle de décentralisation, le parti du renouveau, avec notamment tout ce qu'on peut lire à la suite du dossier proposé par le journal à Capitaux public. Donc on parle donc de la volonté politique de Paul Biya aux actes concrets. Cameroun Tribune révisite d'ailleurs le chemin parcouru par l'idée de faire participer les citoyens à la gestion de la cité, constitution donc de 1996, loi sur la décentralisation et bien d'autres faits, donc création d'un ministère dédié justement, donc mise en place du Sénat et notamment des conseils régionaux, à lire dans le dossier de la page 17 à la page 32 du journal Cameroun Tribune en kiosque ce vendredi. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Je vous dis bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour à M. Dongo, bonjour à nos sympathiques téléspectateurs. Et merci d'être là. Bonjour Thierry Niopé. Bonjour Flavien Dongo, bonjour Georges Sémé que je retrouve avec vendredi, beaucoup de plaisir. Vraiment c'est très rare, c'est la deuxième fois que nous nous retrouvons sur un plateau de télévision, notamment sur la revue des Grandes Unes. Le plus important c'est que nous sommes là pour permettre justement aux téléspectateurs d'avoir une vision assez holiste
de ce que la presse a publié en ce vendredi. D'accord, alors la presse donc qui n'est pas allée des mains mortes ce matin pour vous proposer des sujets aussi intéressants. Parlant de la crise anglophone, le cardinal Christian Toumi enlevé, c'est la nouvelle expression qu'il dit, et le Populi qui pose justement la question, il a été kidnappé? Alors cette triste nouvelle nous est tombée très tard hier du jeudi, alors que on venait à peine il y a quelques heures d'enterrer les élèves qui avaient été assassinés à Fiango-Kumba. Et là, on nous apprend tout de suite que deux personnalités à la dimension du cardinal Christian Toumi et un chef traditionnel de cette région anglophone avaient subi le kidnapping des présumés sécessionnistes. Alors, c'était une nouvelle inattendue sur la qualité des hommes qui ont été kidnappés. C'est vrai qu'avant, il y a des autorités administratives qui étaient tombées dans les filets des kidnappeurs. Il y a John Fundi en 2019 qui avait été également kidnappé, mais au niveau du cardinal Christian Toumi, qui est quand même une autorité morale et spirituelle assez respectée, on est surpris que les présumés sécessionnistes soient allés jusqu'à effectuer ce kidnapping à son endroit avec une autre autorité morale qui est le chef traditionnel dont je faisais allusion tout à l'heure. Donc la crise anglophone prend d'autres proportions qui sont extrêmement inquiétantes et on est en droit de se demander qu'est-ce qu'il faut faire actuellement. Est-ce que nous sommes encore dans la sécession? Sommes-nous dans le terrorisme ou alors nous sommes dans le grand banditisme? Et ça me permet également de poser d'autres questions. Est-ce que aujourd'hui, le pouvoir régalien qui assure ses missions de sécurité publique a encore les moyens de prévenir les attaques des sécessionnistes? Est-ce qu'on ne devrait pas enfin reconnaître que les séparatistes anglophones peuvent frapper là où ils veulent et quand ils veulent? Après avoir posé ces questions, je crois fermement que la solution à la crise anglophone n'est plus l'aspect strictement militaire et opérationnel, mais c'est également la voie du dialogue, comme je l'ai tant fois dit sur ce plateau, la voie du dialogue, mais il faut encadrer, il faut structurer ce dialogue que je sais très bien que du côté du pouvoir de Yaoundé, on n'est pas très favorable à ce dialogue. Mais je crois qu'il y a des formes de dialogue, comme on a vu sur d'autres lieux, il y a des formes de dialogue qui peuvent aboutir à un apaisement. Et les faits que l'on observe aujourd'hui sur le terrain nous prouvent davantage que la solution militaire n'est pas la solution pour résoudre cette crise. Alors, je pose la question pour le Populi ce matin. Le cardinal Toumi a-t-il été kidnappé? En tout cas, c'est une question qui reste pendante. Toujours est-il que sont les informations que nous avons jusqu'ici. On n'a pas de ces nouvelles depuis cette nuit. On ne sait pas exactement de quoi ça retourne. Une chose est sûre, c'est une situation assez rocambolesque parce qu'on se serait attendu à tout, mais pas quand même à l'enlèvement de Monseigneur Christian Toumi. Avec savoir qu'il était en compagnie du faune de Sceaux dans le nord-ouest. On a comme l'impression, au regard de cette situation, que nous vivons dans une sorte de no man's land. Les partis anglophones du Cameroun sont devenus des no man's land qui ne sont plus sous le contrôle d'une manière ou d'une autre que de l'État central, ce qui est assez paradoxal, ce qui fait même peur à l'allure où vont les choses. On avait vu le chairman du SDF, John Fundi, être kidnappé. À un moment donné, on avait certaines mauvaises langues avaient argué que c'était un savant montage qui avait été préparé juste pour donner un léger coup de fouet à cette opération afin de mettre la pression sur le gouvernement de la République. Maintenant, que va-t-on nous dire sur l'enlèvement du cardinal Christian Toumi? Qui est derrière? Qu'est-ce qui se passe exactement? Que veulent ces ravisseurs, ces kidnappeurs? Est-ce une manière, une fois de plus, de mettre la pression sur le gouvernement de la République, surtout quand on sait que le cardinal Christian Toumi était quand même l'une des figures de proue de ce combat anglophone. Il a porté quand même le message des anglophones jusqu'au plus haut sommet pendant de longues années. Il a été comme, à un moment donné, je crois que même la rencontre qu'il avait initiée naguère, qui devait relier a été quelque peu mise à mal parce qu'on estimait qu'il était comme le porte-voix de ces gens qui voulaient la sécession du Cameroun, malgré toutes ces sorties pour dénoncer effectivement cette prise de position aujourd'hui. Il avait également pris une part très active dans le grand dialogue national initié par le gouvernement de la République. Qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'on observe? Est-ce que le Cameroun est finalement devenu un no man's land? Parce que vous avez vu
des images ont circulé sur la toile. Beaucoup de médias, nous les avons relayées en nous posant des questions. Aujourd'hui, les écoles, au-delà des assurances du gouvernement, ne sont plus des milieux suffisamment sécurs. Les personnalités, les plus hautes personnalités de la République, quand elles ne sont pas suffisamment protégées, encadrées, accompagnées par des éléments du BI, par des militaires et tout, peuvent être enlevées à tout moment. Ce qui veut dire que même le Premier ministre, si s'hasarde à rester dans une zone comme celle-là, sans toute la garde rapprochée, sans toute la horde des militaires, peut également subir de pareils enlèvements. Donc c'est une situation quand même qui préoccupe vivement qu'on réfléchisse davantage. Tout à l'heure, Georges a parlé de dialogue. Moi, je crois que Bernard, je ne trahirai pas un secret. Je suis convaincu que le gouvernement est en train de travailler là-dessus pour mettre sur pied un très grand dialogue qui permettrait même aux gens comme Sissi Kwayouk, Tabé, Marc Barrett et les autres de venir franchement discuter de cette question. Oui. D'accord, ici on reste davantage puisqu'on parle du dialogue tous les jours et on sait quand même qu'il y a eu des propositions aussi, des propositions continuent de pleuvoir à cet effet. Ces questions que se pose d'ailleurs le populisme ce matin, le cardinal Tumi kidnappé, c'est une question avec également quelques précisions données par le journal La Nouvelle Expression. Il y a le quotidien Le Messager qui revient également sur l'attaque des écoles du Nord-Ouest avec l'aveu d'impuissance du gouvernement. On le voit bien dans le numéro en page 7, parlant de la sortie du ministre de la Communication qui cache mal la défaillance même, la défaillance sécuritaire dont a fait preuve donc, le régime de Yaoundé. La mission de tout État, comme celui du Cameroun, est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Et on le voit dans les régions francophones qui sont de façon très mitigée en sécurité. C'est problématique plutôt dans les régions anglophones. Et on se demande encore si de ce côté, il existe un État. C'est vrai qu'il existe un État, mais est-ce que le déroulement de la puissance de cet État est effectivement vérifiable sur le terrain? Non. Il y a une partie des régions anglophones qui est bien évidemment en sécurité et il y a une autre partie qui est vouée littéralement à la sécession. Et lorsque on fait la cartographie des attaques des séparatistes, on se rend bien compte que ils attaquent là où il y a une présence minimale des forces de sécurité. Je vais prendre l'exemple de la première école qui a été attaquée où on a eu des morts d'élèves. C'est vrai que dans la dialectique gouvernementale, on nous a dit que c'était une école entre guillemets clandestine qui n'avait pas été signalée au gouvernement au fait de profiter de la sécurité de l'État. Mais je pense que c'est plutôt un argument faux-fuyant parce que ce n'est pas la première fois que des écoles sont attaquées en partie anglophone. Même les écoles qui sont reconnues légalement par le pouvoir sont régulièrement attaquées par les séparatistes. Donc je pense qu'il y a une sorte de méfiance, de présence minimale sur le terrain des forces publiques et c'est l'occasion pour moi personnellement, à titre personnel, d'appeler à la collaboration des populations parce que sans l'apport des populations, quelle que soit votre force publique, quelle que soit votre présence militaire, vous ne pouvez pas mener à bien votre mission de sécurité. Donc, les pouvoirs publics, les pouvoirs sécurité devraient collaborer avec les populations et les populations devraient également se rapprocher des autorités afin d'asseoir une sorte de sécurité dans les zones anglophones qui, aujourd'hui, sont littéralement vouées à la vindicte des séparatistes. Thierry, vous dites un mot? Oui, juste pour souligner qu'au-delà de ce qui est dit jusqu'ici, l'État ne peut mettre un militaire derrière chaque citoyen. Il faudrait déjà le savoir. On l'avait dit, je crois, il y a plus d'une semaine, sur ce plateau, c'était un lundi, on avait martelé que les populations doivent collaborer justement parce que ces gens qui kidnappent, ces gens qui tuent, qui commettent tout type d'exactions viennent de quelque part. Viennent nécessairement de quelque part. Ce sont des enfants, ce sont des frères, ce sont des maris, ce sont des gens plus ou moins connus de la population, au-delà de ce que les dames qui étaient rencontrées le gouverneur de la région du sud-ouest, Beno Okalia-Bilay, avait souligné avec emphase qu'elles ne les connaissent pas, mais une chose est sûre, ils viennent nécessairement de quelque part. La population doit jouer un rôle extrêmement important. Si vous avez vu ce qui s'est passé à Maïfo il y a 2 jours, je crois, c'est une école plus ou moins reculée de la ville. Donc, il faudrait donc que des écoles pareilles, que le gouvernement
au niveau, ou même les autorités administratives locales fassent des efforts pour suffisamment les sécuriser, parce que ce sont des terreaux fertiles justement de ces attaques-là. Ces sécessionnistes savent, ces gens armés, je préfère les appeler ainsi, savent effectivement que là-bas la présence militaire, policière n'est pas si évidente que ça. C'est pour cette raison qu'ils peuvent commettre de pareilles actions, voire nos jeunes sœurs, nos enfants aussi martyrisés, la nudité pratiquement. En réalité, ce sont des images extrêmement choquantes. J'ai comme l'impression que ceux qui le font veulent créer davantage la psychose au sein du corps social parce que même ces enfants-là, ces enfants qui ont subi ces atrocités-là ne peuvent pas demain porter la même tenue pour aller à l'école. Ce n'est pas évident et les parents ne peuvent même plus. Donc, ils sont en train de vouloir gagner ce pari psychologique de ce côté-là. Mais il faudrait donc que la République reste debout, que les populations comprennent que pour sortir justement de cette voie, au-delà du dialogue, au-delà de tout ce que nous proposons là, il faut davantage s'impliquer, parce que le renseignement prévisionnel permet à l'État également d'anticiper. L'État ne peut pas être alors, le journal Émergence pose la question: quelle école en zone de guerre en ce moment? C'est la question du vendredi, et elle est tout à fait pertinente parce qu'elle colle avec l'actualité. Quelle école en zone anglophone? Depuis 2016, le Cameroun a plusieurs rentrées, des rentrées à double vitesse. Une rentrée générale en zone francophone qui se passe très bien, et en zone anglophone qui se passe de façon calamiteuse. Et en zone anglophone, on peut dire que là également, il y a des rentrées à plusieurs vitesses. Au sud-ouest, les choses se passent apparemment bien, mais au nord-ouest, je pense que là-bas, c'est extrêmement problématique. Nous militons en faveur d'une rentrée intégrale, nationale. Et c'est extrêmement compliqué pour les élèves, les professeurs et tout ce qu'on a comme corps administratif lié à l'éducation de se déployer dans les zones de guerre, malgré le discours officiel qui appelle à tout moment ces officiels à regagner leur poste. Je suivais encore une intervention, je crois il y a 3 jours, du gouverneur adopté de l'Afrique, qui martelait à ces fonctionnaires d'État du secteur de l'éducation de regagner leur poste. Juste quelques heures après ces attaques. Donc, je crois que c'est un discours qui est assez indécent, parce qu'il faut d'abord assurer la sécurité de ces seigneurs de la CRE. Il faut d'abord assurer la sécurité avant d'attendre qu'ils se déploient sur leur poste. Alors, lorsqu'il n'y a pas un dispositif de sécurité, je crois qu'il est extrêmement difficile de venir dispenser des cours. Donc, il y a d'abord des préalables, c'est le préalable de sécurité, la présence des policiers, la présence des militaires, afin que ces fonctionnaires regagnent leur poste. Donc, pour répondre à cette question, je dirais que depuis 2016, la rentrée au Cameroun est à plusieurs vitesses, et c'est le moment de prendre des postures, des mesures idoines, afin qu'on ait une rentrée intégrale dans tout le Cameroun, mais également dans les 2 parties anglophones qui sont aujourd'hui... Thierry Niapo, vous êtes déjà prononcé sur la situation des écoles, et même si on peut réunir sur cette question, avec déjà 12 experts qui s'affrontent autour de la question, voulez-vous joindre à ces experts? Oui. Comme Camille dit souvent, on attend le résultat de ce travail lundi, mais pas vraiment. Non, en réalité, il faudrait que l'on comprenne que la situation est assez préoccupante. On ne peut parler d'école dans ces situations-là. Je vous assure, moi, parent d'élèves, je ne peux pas accepter que mes enfants aillent dans ces conditions à l'école, parce qu'au début, l'école, on l'a encouragé, on l'a accompagné, mais quand on regarde les conséquences justement de cette rentrée assez... moi, j'ai eu comme l'impression qu'il y a eu une grosse mobilisation autour de la communauté éducative, au point où beaucoup d'enfants ont regagné le chemin de l'école. L'école a même, à la limite, été ressuscitée de ce côté. Et aujourd'hui, avec la multitude de ces attaques, beaucoup de personnes commencent déjà à se poser des questions. Est-ce qu'il faille continuer à laisser les enfants aller à l'école dans ces conditions-là, ou davantage sécuriser les lieux pour espérer que ces enfants iront à l'école en toute sécurité? Mais il est difficile d'aller à l'école dans ces conditions-là. Donc vraiment que ceux qui sont chargés de la sécurité des personnes et des biens fassent davantage le travail qu'il faut pour garantir cette sécurité de ces personnes, parce que tout le monde a d'abord droit à la vie avant l'école. Naturellement. Alors, donc, le journal L'Émergence a posé une question, et avec vous également, vous aurez l'occasion de commenter, de pouvoir donner votre avis à la suite de cette question posée par Émergence. Il y a un autre sujet qui fait le tour de la presse également ce jour. On parle notamment de l'an 38 du renouveau. Ça, c'est le messager qui cite ainsi. Mais avec une question, Paul Biya, qu'as-tu fait de ton pouvoir? Et
Et avec Mutation qui parle ce matin de ce roi sans successeur, parlant de Paul Biya justement. Alors, je commencerai peut-être par une de nos confrères de Mutation qui estime que le président de la République est un roi sans successeur. C'est une façon caricaturale faite expressément par nos confrères de Mutation pour démontrer que le Cameroun ressemble à un royaume avec à sa tête un roi. Mais je sais qu'ils ne pensent pas ça. Le Cameroun est un État unitaire décentralisé, nous le savons. Mais avec l'assertion de Mutation, on a l'impression que avec le régime qui est très présidentiel aujourd'hui, on a des institutions fortes et des hommes forts. Et ça se vérifie d'ailleurs avec la gouvernance, avec l'actualité politique, l'actualité civile, sur la capacité du pouvoir actuel à taire toutes les divergences contre son pouvoir. Nous sommes dans un pouvoir extrêmement puissant et le président de la République, dans l'une de ses sorties à l'étranger, je ne me souviens plus dans quel pays, je crois que c'était en Italie ou en France, a dit que ne dure pas au pouvoir qui veut. Et il a pu s'installer au pouvoir jusqu'à plusieurs décennies, c'est parce qu'il tient les rênes véritables de ce pouvoir. Et vous savez que ce pouvoir lui a été transmis dans des conditions extrêmement difficiles. Les 3 premières années de son accession au pouvoir étaient des années qui n'étaient pas du tout sereines pour lui. Vous vous souvenez du coup d'État de 1984 qui a eu pour conséquence de transformer littéralement l'homme Biya. Et malheureusement, c'est la gouvernance générale et le peuple camerounais qui en pâtit aujourd'hui parce que on a l'impression que le pouvoir du président de la République aujourd'hui, c'est une main de fer dans un gant de velours. Et c'est ce qui lui a permis jusqu'à aujourd'hui de résister à toute vérité, qu'elle soit endogène ou exogène. Et pour nos confrères du Messager qui pose la question de savoir, Paul Biya, qu'as-tu fait de son pouvoir, il a su s'enraciner. Il a su enraciner son pouvoir sur le plan présidentiel, sur le plan législatif et sur le plan judiciaire. Et je reviens toujours sur les premières années du président de la République où il avait une certaine proximité avec les Camerounais. On le voyait se déployer sur le terrain, causer avec des gens, serrer les mains, mais depuis un certain nombre d'années, il ne le fait plus. Ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose qui s'est produit dans sa façon de gouverner. Maintenant, sur le plan pratique, est-ce qu'on peut dire que le bilan du président de la République après 38 ans de pouvoir est positif ou négatif? Je crois qu'il est à la fois positif et négatif. Il y a eu de nombreuses avancées, mais il y a également l'envers du décor. Il y a l'envers du décor qui est extrêmement frappant. Et s'il fallait donner une note au président de la République, j'aurais dit une mention, peut mieux faire. Et je lui aurais peut-être donné 9,5 sur 20. Et vous savez que 9,5 sur 20 correspond à la mention passable. Alors, c'est la même mention que vous donnerez au président de la République. À partir de ce titre de mutation, est-il un roi, comme prétend le dire Mutation ce matin, un roi sans successeur? Et le Messager qui parle s'il pose juste la question, qu'a-t-il fait de son pouvoir? En réalité, c'est assez risible quand même, parce que quand il s'agit des États africains, il est impensable que 38 ans à la tête d'un État soit raisonnable. Mais quand il s'agit des autres États, notamment l'Allemagne et le reste, le problème ne se pose pas. Je vous rappelle que Angela Merkel a carrément fait plus de 4 mandats. Le problème ne se pose pas. Au niveau des Africains, il est impensable que 38 ans, on continue à rester au pouvoir. Moi, je crois que le problème n'est même pas la longévité du chef de l'État au pouvoir, parce que, quoi qu'on dise, c'est un système démocratique qui, pour l'instant au Cameroun, parle de la non-limitation de mandat. Donc, il peut se représenter autant de fois qu'il veut. Josimé l'a souligné tout à l'heure. Est-ce que c'est le sens de la question de Messager ce matin? Je réponds justement à cette question de manière très simple. Tant que la Constitution le permet, il peut se représenter. Il a suffisamment consolidé les appareils de l'État pour pouvoir lui permettre de se représenter autant de fois que la loi le lui permet. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas nécessairement le cas du Cameroun. On ne peut pas parler de dauphinat, on ne peut pas parler de succession dans un État démocratique. Tout le monde, y compris vous-même, Florien Ndongo, si lui-même l'a dit, monsieur. Capacité lui-même a dit qu'il n'y a pas de président de la République, vous pouvez le faire. Il suffit simplement de respecter les conditions idoines, les conditions constitutionnelles qui permettent de le faire. Donc, je ne vois pas pourquoi on parlerait de succession, je ne sais pas pourquoi on parlerait de dauphinat, simplement parce que, moi, là où Mutation nous amène simplement, Georges l'a souligné tout à l'heure, c'est assez caricatural, parce qu'en fait,
on savait qu'à l'époque, Marafa Amidou Yaya était un successeur, un dauphin, d'une manière ou d'une autre, qui aurait pu ramener l'axe nord-sud sur la table des débats. Il a été emprisonné pour des choses que vous connaissez certainement. Mais, Edgar Alain Mebingo, qui était son successeur putatif au regard de certaines personnes, a également été mis en débâcle. Il est en prison aujourd'hui. Voilà pourquoi on parle d'un roi sans successeur. Mais qu'a-t-il fait de son pouvoir? Aujourd'hui, le Cameroun est l'un des États les plus résilients, que l'on ne le veuille pas. Le Cameroun est l'un des États les plus résilients en Afrique centrale et même au-delà de l'Afrique centrale, même en Afrique de l'Ouest, je crois que le Cameroun peut suffisamment... J'imagine que vous ne répondez pas à la question du quotidien Le Messager. Qu'a-t-il fait de son pouvoir? Justement, combien d'années il a passé au pouvoir? On sait qu'il a passé 38 ans de résilience, c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Au Cameroun, jusqu'à preuve de contraire, les gens ont dit, ce sont des statistiques qui le disent, même des enquêtes des institutions internationales qui disent qu'au Cameroun, on vit, une bonne partie des Camerounais, plus de la moitié vivent avec moins d'$1 au Cameroun. Je vous rappelle que moins d'$1, c'est 500 francs CFA. Je doute fort qu'au Cameroun, il y a un Camerounais qui vit avec moins d'$1. Il suffit de faire ses propres enquêtes sur le terrain. Vous vous rendez compte que c'est une information qui n'est pas si vraie que ça. Donc, au Cameroun, on a réussi à être résilient au-delà de toutes les crises. La Covid est là pour nous le démontrer. Le Cameroun est resté debout. Son économie n'est pas chancelante. Il y a des imperfections, notamment sur le plan de la démocratie. Vous le savez, la liberté d'expression, plus ou moins, se confond de plus en plus en libertinage. On l'a vu partout au monde. Il y a eu, quand les opposants finissent par lever la tête, il y a plusieurs manières de les canaliser. Parce qu'aucun État au monde ne peut laisser quelqu'un descendre dans la rue avec pour seul objectif de chasser le président de la République démocratiquement élu. Ce n'est pas possible. Donc, l'État utilise des moyens de coercition qu'il dispose pour pouvoir mener un certain nombre de choses. Alors, il y a dans le même dossier que le Messager propose, Saint-Éloi Bidon qui démolit le RDPC. Ça, ce sont les termes du journal. Mais justement, je voulais arriver à ce niveau. Au niveau, il y a des avancées, certes, mais il y a également beaucoup de reculades. On parlait tout à l'heure de liberté. Le Cameroun a arraché sa liberté de haute lutte. Aujourd'hui, cette liberté est quelque peu restreinte au niveau, pas au niveau des médias, par exemple. La liberté d'expression au niveau des médias est inéluctable. Mais la liberté d'expression au niveau des formations politiques, également sur le terrain, pose des problèmes. C'est la raison pour laquelle on parle de déclaration, de manifestation. C'est un problème à ce niveau. Là, par exemple, on est revenu sur la sécession alors qu'on croyait avec la République unie, finalement avec la République du Cameroun, que le Cameroun est devenu un vrai État centralisé unitaire. Vous avez lu le journal, vous avez commenté la question posée par le Messager, mais avec cet autre volet de Saint-Éloi Bidon. Saint-Éloi Bidon, il faut le rappeler, c'est un cadre du RDPC qui appartient certainement à l'aile novatrice de ce grand parti. Sanctionné, bien évidemment. Ce n'est pas la première fois qu'il a été sanctionné, tout simplement parce qu'il a eu des positions qui sortent de l'orthodoxie interne du RDPC. Cette fois-ci encore, il a eu l'occasion de faire son bilan de son président national, qui est également président de la République, et ce n'est pas très réjouissant. Lorsqu'on lit tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit, ce n'est pas très réjouissant, mais je pense que il est resté droit dans sa liberté de ton, dans sa tonalité de critique à l'endroit de son parti, du régime et du président de la République. Sur la succession, je voulais dire un mot là-dessus. Thierry a raison. La condition du Cameroun est claire. Lorsqu'il y a vacance du pouvoir, c'est le président du Sénat qui prend les rênes pour 90 jours, le temps pour lui d'organiser les élections. Mais il appartient à chaque parti politique qui est engagé dans la course à la présidentielle de présenter des candidats. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un dauphinat encadré. Et le président de la République l'a lui-même dit qu'au Cameroun, il n'existe pas de dauphin. Donc la question du dauphinat ou alors du successeur ne devrait pas se poser. Il y a les successeurs, mais ils sont dans les partis politiques, dont le RDPC. Et puisqu'il y a des joutes électorales, il appartient donc à chaque parti politique alors là, vous revenez sur le titre de mutation. De mutation, bien évidemment. Alors le Messager quand même a une question. De porter le successeur, soit du président de la République, soit de celui qui va remplacer le président de la République. Et voilà, ça tranche sur ce débat où on parle de dauphin, de successeur, etc. C'est un débat qui n'est pas opportun. Il appartient désormais aux partis politiques d'avoir soit des successeurs, soit des dauphins, entre guillemets, pour ce qui concerne du RDPC.
Voilà, donc cette question reste de toute façon, les lecteurs vont lire ce que le journal a proposé comme traitement, comme proposition d'éléments de réponse à la question posée. Qu'as-tu fait de ton pouvoir? Paul Biya, c'est dans le messager. Alors la nouvelle expression parle de chronique d'une détention, comme tout bientôt cède. C'est une question aussi, mais avec le constat qui est fait, les avocats qui cherchent notamment à clarifier la situation. Et là, on voit bien qu'il y a des signes annonciateurs qui permettent aujourd'hui de penser peut-être qu'il pourrait se retrouver au CED. Alors, cette information vient au lendemain de la mise sous écrou de quelques cadres du MRC, en rapport bien évidemment avec la même affaire dans laquelle est indexé le président national du MRC. Et nos confrères de la nouvelle expression se demandent si Kamto sera bientôt au CED. Juste en l'état actuel des informations que nous avons, il n'est pas libre de ses mouvements, il est encore soit assigné à résidence, soit séquestré, entre guillemets, par les forces de l'ordre qui continuent de camper devant son domicile. Est-ce qu'il sera bientôt au CED? Nous pouvons parler dans une boule de cristal, mais je crois que l'opportunité du CED se serait présentée au lendemain de son appel à la descente dans la rue des Camerounais. Et jusqu'alors, cela n'a pas été fait. Certains de ces cadres ont été interpellés et placés sous mandat de dépôt. Pour ce qui est de son cas particulier, nous ne pouvons pas aller sur une boule de cristal, mais nous savons que les dispositions sont quand même en train d'être prises pour décanter soit négativement, soit positivement la situation de M. Kamto, qui reste extrêmement trouble encore aujourd'hui. Thierry? Non, je crois que la situation du professeur Kamto ne pourrait se décanter de manière positive. Ne nous mentons pas, il est clair qu'il a été assigné à résidence, même pas séquestré, assigné à résidence, cela est reconnu. D'après les informations que nous avons jusqu'ici, c'est un pouvoir coercitif géré, comme je le soulignais tout à l'heure, par l'État qui peut user et en user comme il entend. Les chefs d'accusation sont là. Je crois que vous avez écouté les chefs d'accusation qui pèsent contre toutes les autres personnes, tous les autres militants du MRC qui ont été à ce jour écloués. Ce sont les mêmes chefs d'accusation qui pèsent contre le professeur Kamto. Donc le même sort lui sera réservé. Quelles sont les conséquences de cette détention-là? Là, par contre, on pourrait diverger longuement, parce que je vous rappelle que la première détention a donné lieu à beaucoup de sorties, même sur le plan diplomatique. Vous avez écouté les propos de Emmanuel Macron, le président français, au sujet de l'arrestation de certains opposants, notamment le professeur Kamto El Hadji, ou encore du ministre en charge des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Donc, il faut s'attendre à ce que cette arrestation, cet embastionnement ait des conséquences sur le plan diplomatique contre le Cameroun, mais à croire qu'il sera libéré ou libre de ses mouvements d'ici à là, je ne pense pas. Donc, voilà. D'accord. Alors, donc, la nouvelle expression propose au sujet en page 2 ce matin. J'aurais dû vous poser également la question à la suite du titre proposé par Cameroun Tribune, le pari du renouveau, parlant justement de la décentralisation. Mais là, on n'a plus assez de temps, mais sauf si vous pouvez le dire en 30 secondes. Oui, la décentralisation a pris un tournant décisif avec le Code général des collectivités territoriales décentralisées du 24 décembre 2019. Et je pense que c'est le parachèvement qu'on attend d'ici le 6 décembre avec les élections régionales. D'accord. Merci à vous et merci également à nos chers lecteurs, téléspectateurs qui vont lire la presse ce matin aussi. Allez, je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. À lundi 9h20. Bon week-end à tous.